Donc, la porte était fermée. C'est arrivé vers minuit 35, par là. Et puis, il y a un second impact ici, là-haut. Vous voyez, dans le mur. Ouais. Et puis, il y avait deux impacts ici, de ce côté-là. Ici. Oui. Et puis, là. Oui. Oui. Ah oui. Bon, la police a pu retrouver... Si on était dedans, c'est ce qu'on... Ah oui, ça aurait été grave. Oui. Oui, oui. Et la police est partie avec 4 douilles. 4 douilles. Alors, 3 douilles de projectiles. Ils ont identifié comme des projectiles de 9 mm. Nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, M. Peter Maureen. Il a bien voulu nous accorder une interview sur la conjoncture et en cette fin d'année, et surtout au lendemain de cette date ratée du second tour des élections. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue à Radio Téléquisquer. Merci beaucoup, ça fait grand plaisir d'être avec vous. Merci. L'ambassade, et disons le gouvernement américain, a fait paraître un communiqué très laconique, très court, suite à la formation de la commission d'évaluation électorale, disant que les États-Unis supportent un processus crédible et transparent. Bien entendu, les mots ont leur sens, mais de votre bouche, on aurait aimé avoir beaucoup plus de précision sur la signification de ces deux termes, crédible et transparent. Très bien, et merci encore d'être là. Les États-Unis soutiennent le processus électoral actuel depuis maintenant plus d'1 an. Et nous avons toujours dit qu'il était essentiel que ce processus soit crédible et transparent, que ça représente la voix du peuple haïtien. Nous avons dit depuis le début, et c'est toujours le cas, que les États-Unis n'ont pas de préférence politique, ni de candidat, ni de parti. Pour nous, c'est le processus qui compte. Oui, alors justement, dans le public, ce n'est peut-être pas l'impression depuis quelque temps, on a l'impression que les États-Unis, et même le core group en général, sont un petit peu en faveur d'un processus rapide, célère et même quelconque, dont la crédibilité peut être aisément mise en doute. L'essentiel serait, du point de vue des États-Unis, du point de vue du core group, que le processus soit achevé de n'importe quelle manière et que les échéances soient respectées. Mais dans le fond, on doute de la volonté des États-Unis. Alors, quand je dis on, je parle des opinions largement exprimées, que les États-Unis veuillent d'un processus véritablement crédible, honnête, et à la limite même, on craint, et on l'exprime haut et fort dans la classe politique, dans la société civile, que les États-Unis et le reste de la communauté internationale ne soient pas un petit peu trop penchés vers le gouvernement et le candidat officiel. D'accord. Vous aurez les impressions que vous aurez, mais je répète d'abord qu'il n'y a pas de préférence politique. Ça a toujours été le cas et c'est toujours le cas maintenant. Mais nous n'avons jamais dit
que nous cherchions des élections, n'importe quelles élections. Nous avons toujours souligné l'importance des élections crédibles. Et pour cela, depuis plus d'un an, nous avons fourni non seulement de l'aide financière, mais de l'aide technique, d'assistance technique, pour essayer de renforcer les mesures nécessaires pour avoir des élections crédibles. Vous avez parlé de notre souhait de voir achever le processus électoral. C'est toujours le cas, mais ce n'est pas parce que nous voulons n'importe quel résultat, c'est que d'abord, notre soutien au processus électoral ici se situe dans le cadre d'un soutien à l'évolution démocratique en Haïti. Et la fondation d'une évolution démocratique est l'état de droit. Et c'est une question d'avoir des instances et des règles en place qui sont respectées. Alors, il y a un système électoral en Haïti et par principe, nous pensons d'abord qu'il faut respecter les règles en place, il faut respecter le calendrier constitutionnel. Maintenant, on parle des scrutins qui ont eu lieu au mois d'août et au mois de septembre. D'après nous, nous n'avons pas vu, nous avons beaucoup entendu dire de ces élections, mais nous n'avons pas vu des preuves d'un déroulement des élections qui nous mènerait à penser que les élections ne pourraient pas être achevées à temps. En d'autres termes, vous n'accréditez pas la thèse sur laquelle il y avait eu des fraudes massives. Des fraudes massives, non. Vraiment, quand on regarde le processus, tout le monde sait que les deux premiers tours au 9 août et au 25 octobre n'ont pas été parfaits. Mais on a vu déjà une évolution entre les deux, le premier et le deuxième tour. Il y a eu des leçons apprises lors du déroulement du 9 août qui ont été assez appliquées en octobre. Et tout le monde l'a dit, même au jour du scrutin, le 25 octobre, qu'il y avait eu une nette amélioration dans le déroulement, surtout sur le plan sécuritaire, mais aussi dans le côté logistique. Depuis le 25 octobre, il est vrai que nous avons entendu beaucoup de voix qui ont accusé ou le gouvernement, ou le CEP, ou d'autres, de fraude massive. Mais ce que je dis, c'est que pour l'instant, nous avons entendu beaucoup d'accusations, mais nous n'en avons pas vu les preuves. Nous avions nous-mêmes à l'ambassade des équipes d'observateurs un peu partout dans le pays. Ils n'ont pas vu de fraude massive. Il y a eu des irrégularités, il y a eu des faiblesses de mise en œuvre. C'est toujours le cas, c'est non seulement en Haïti, mais nous n'avons pas vu pour l'instant des preuves qu'il y a eu tellement d'irrégularités ou de fraudes qui auraient pu faire un effet sur les résultats de ces élections. Mais là, vous vous référez uniquement aux observations de votre personnel et de vos observateurs. Mais il y a eu également des rapports d'observateurs locaux. Oui. Vous n'en avez pas tenu compte? Mais bien sûr que oui. Je parlais d'abord de nos observateurs. Il y avait d'autres missions d'observation, et nationales et internationales. Il y avait le rapport, par exemple, du RNDDH, qui est régulièrement cité. Moi, je l'ai lu de très près, en fait, et c'est un rapport sérieux, mais j'ai vu un défaut, si je peux me permettre, c'était que j'ai vu les mots fraude massive dans le titre,
mais je n'ai pas vu dans le contenu du rapport des fraudes massives. Il y avait une liste très bien mise ensemble d'irrégularités, de problèmes d'administration. Il y avait des recommandations très sérieuses, mais d'après ma lecture de ce rapport, ça ne démontrait pas des fraudes qui auraient pu avoir un effet sur les résultats. Cela veut dire que vous anticipez déjà sur un rapport positif de la commission d'évaluation, positif dans le sens de la confirmation des résultats proclamés par le CEP? Je ne peux pas dire ce que la commission va dire dans quelques jours. Nous attendons tous les fruits de leur travail. Je pense que, j'ai entendu M. Desroches à la radio ce matin, ils ont l'air d'avoir pris leur boulot au sérieux. Ils sont en train de travailler. Il a expliqué qu'ils allaient aller regarder un échantillon de PV, ils allaient parler à tout le monde et ils vont faire des recommandations. Nous espérons, avec la création de cette commission, que ça pourra au moins rassurer des gens, renforcer un peu, restaurer la confiance dans le processus. Parce que, je répète, c'est le processus qui est le plus important. Si je peux me permettre, j'ai couvert des élections pendant toute ma carrière dans beaucoup de pays différents. Les difficultés que rencontre Haïti ne sont pas uniques. Haïti fait face aux mêmes problèmes que tous les autres pays qui ont des élections, y compris le mien. Il y a toujours des contentieux, il y a toujours des irrégularités. L'essentiel dans ce cas, c'est de prendre le processus en place, de respecter les mécanismes qui existent et d'appliquer ces règles. C'est un critique que je ferai de plusieurs personnes qui font ces accusations, parce que j'ai l'impression que la plupart des candidats qui crient le plus fort aux fraudes, ils ont décidé de ne pas utiliser le mécanisme de contentieux qui existe dans le système haïtien, mais ils n'ont pas non plus montré au grand public leurs preuves. Alors, une accusation sans preuve ne rend pas coupable. Mais au moins, il y a eu Fanmi Lavalas, en la personne de la candidate Maryse Narcisse, qui a suivi, je dirais, la procédure et qui est allée jusqu'au centre de tabulation où, de façon aléatoire, elle a pu, enfin, elle, ainsi que les avocats de Fanmi Lavalas ont pu constater qu'il y a eu, au moins, de façon aléatoire, beaucoup de procès-verbaux frauduleux. Moi, d'abord, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on m'avait expliqué que ce n'était pas de façon aléatoire, mais ça, c'est pour les autres à décider. Mais je pense que d'abord, c'était très bien qu'elles se servent de ce mécanisme. Ça, c'est suivre le processus, mettre en réalité, excusez-moi, je voulais dire que cela n'a rien donné, du moins. Et elle a suivi le processus et arrivé jusqu'au BCEN, cela n'a pas donné de résultat. Ce que ça a donné était une décision par le BCEN. Moi, je ne peux pas commenter sur une décision de cette instance. J'ai vu par contre la semaine dernière une analyse faite sur les 78 PV qui avaient été examinés, qui mettaient en question justement les résultats du BCEN, que eux, c'était fait par l'Union européenne. Et eux, ils voyaient qu'il y avait en fait que 3 PV vraiment douteux qui méritaient d'être mis à l'écart. Je ne sais pas, de nouveau, moi je suis comme vous devant les faits, je ne sais pas quoi penser, je n'étais pas présent pendant la séance du BCEN,
Mais les résultats ont été donnés comme ça. Ceci dit, quelles sont les perspectives au cas où un président contesté serait sorti du second tour, si toutefois il va y avoir un second tour? Quelle serait l'attitude des États-Unis vis-à-vis d'un élu, d'un président qui serait contesté? Mais moi, je ne vais pas rentrer dans les hypothèses, mais justement, nous ne voyons pas de raison actuellement pour qu'il n'y ait pas de dernier tour de ces élections. Nous, comme je l'ai dit, il y a un processus en place. Nous n'avons pas vu de preuves pour lesquelles il faudrait ne pas procéder avec ce tour-là. Et d'après ce que j'ai appris du CEP, d'après beaucoup de recommandations qui ont été faites et les recommandations qu'on attend de la Commission, je pense qu'il y aura des améliorations dans le processus pour justement assurer, pour réduire la possibilité de fraude ou d'irrégularité. Alors moi, je vais rester optimiste en cette fin d'année en pensant que les circonstances permettront d'avoir ce dernier tour d'élection. Et en ce cas-là, nous, les États-Unis, vont travailler avec le président élu. Il se dit, monsieur l'ambassadeur, que l'issue de ces élections compte autant pour les États-Unis que pour le reste de la communauté internationale et qu'il ne s'agirait pas uniquement d'un intérêt pour la démocratie, mais surtout d'un enjeu pour la communauté internationale présente chez nous depuis bien avant 2004 d'ailleurs. Ce serait un échec, c'est ce qui se dit, pour la communauté internationale si ces élections ne se tiennent pas. Un échec tant au point de vue politique qu'au point de vue financier. Est-ce que ce serait là l'intérêt que vous portez à l'achèvement du processus? Non, l'intérêt est celui que j'ai déjà expliqué. En fait, il y a trois raisons que je vois qui argumentent pour un achèvement, un aboutissement de ce processus. D'abord, comme je l'ai dit, c'est par principe. Il y a un processus, il faut le suivre jusqu'au bout. Il faut respecter les règles et le calendrier. Deuxièmement, nous ne voyons pas de raison claire pour abandonner ce processus. Mais troisièmement, c'est pas pour la communauté internationale, c'est plutôt pour Haïti que je pense qu'il faut voir l'achèvement de ce processus. Et c'est que Haïti ne peut pas se permettre de prolonger le blocage politique dans lequel elle se trouve depuis bientôt 2 ans. Ce blocage politique a entravé des progrès où on aurait pu espérer avoir des progrès. Il y a le manque d'un parlement depuis 1 an, le fait que le pays soit toujours distrait par les tourbillons politiques, ça veut dire que personne ne fait assez attention aux vrais sujets, aux vrais défis. Et de ce côté-là, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, de ce côté-là, est-ce que la communauté internationale n'a aucune responsabilité dans la mesure où il y a, je ne dirais pas des pressions, mais quand même des démarches qu'elle aurait pu entamer depuis déjà belle lurette auprès du gouvernement Martelly et pour l'organisation des élections? Est-ce que quelque part, la communauté internationale ne se sent pas responsable de la situation? Je ne peux pas parler pour toute la communauté internationale, mais je peux parler pour les États-Unis. Et nous ne nous sentons pas coupables de cette situation ici. Je pense que c'est quand même un peu ironique qu'on cherche
que les États-Unis, que la communauté internationale ne touche pas au processus interne du pays, mais quand ça ne marche pas bien, on dit est-ce que vous n'êtes pas responsable, est-ce que vous n'auriez pas pu faire autre chose? Non, nous attendions les décisions du gouvernement, du Parlement haïtien pour voir une solution haïtienne. Non, mais ce n'est pas que je suggère que la communauté internationale s'ingère dans nos affaires intérieures. Ce n'est pas ce que je suggère. Mais nous savons bien le poids de la communauté internationale en Haïti en raison de la crise et de la situation financière du pays, de la dépendance économique du pays vis-à-vis de l'étranger. Donc, à un certain moment, on était en droit de s'attendre à ce que, bon, disons, le système des Nations Unies, au moins, et puisse intervenir auprès du gouvernement pour lui signaler qu'il y a des échéances qui s'amènent et qu'à un moment donné, il fallait prendre des dispositions pour l'organisation des élections. Bon, de toute façon, je vous ai entendu et je vous ai bien compris. Mais nous allons terminer, mais j'en profite pour vous poser quelques autres questions. Quelle est votre appréciation, enfin l'appréciation du gouvernement américain de l'utilisation de l'aide bilatérale États-Unis-Haïti par les autorités haïtiennes? Quelle est votre appréciation? La situation depuis le tremblement de terre a été bien complexe. Nous avons vu débloquer des fonds incroyables, des sommes très importantes pour aider Haïti. C'était beaucoup faire tout d'un coup dans une situation où les capacités du pays étaient bien basses. Nous avons suivi les grandes lignes des priorités dessinées par le gouvernement haïtien. Nous avons créé nos propres priorités et nous avons essayé de travailler en partenariat avec le gouvernement et avec les autres instances internationales. Moi, je pense qu'après 5 ans, il y a eu des réussites, il y a eu des succès réels quand on voit les chiffres sur la santé publique, par exemple, l'éducation. Il y a eu des vraies avancées. Est-ce que nous avons accompli tout ce qu'on voulait faire il y a 5 ans? Bien sûr que non. Est-ce que c'était en partie de notre faute? Sûrement. Est-ce qu'on aurait pu planifier différemment? Absolument. Est-ce qu'on aurait pu avoir une meilleure coopération du gouvernement? Peut-être, je n'étais pas là. On attendait à avoir plus de soutien, plus d'expertise sur le terrain. C'était peut-être pas réaliste de notre côté. Ce que je veux dire par tout cela, c'est que on arrive presque à 6 ans après le tremblement de terre. Il est temps de faire une réévaluation des priorités pour assurer que nous sommes toujours sur les bonnes lignes, de travailler avec ce gouvernement maintenant et le prochain, qu'on espère sera en place après le 7 février. Vous y tenez. Oui, voilà. Mais que c'est un bon moment de voir si les priorités d'auparavant s'alignent toujours avec les réalités d'aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les États-Unis voient Haïti comme un partenaire. Notre engagement vise le long terme et nous sommes prêts à accompagner Haïti sur ce chemin pendant longtemps. Et la dernière question, vous savez que généralement, on suit le monitoring qu'exercent les États-Unis sur les questions de narcotrafic et en général le terrorisme à travers le monde. En Haïti, quelle est l'appréciation du gouvernement américain de la situation sur le plan du narcotrafic? Et est-ce que vous êtes tout à fait satisfait de la situation quant à présent? Et au moment où d'ailleurs, certains journaux, certaines voix en Haïti laissent croire qu'il
il y a plein de narcotrafiquants, tant au gouvernement que parmi ceux qui vont être élus et incessamment au Parlement haïtien. Est-ce que vous avez une préoccupation à ce sujet? Nous avons une préoccupation générale sur le trafic de drogue, non seulement en Haïti, dans la région, parce que en fait, Haïti n'est qu'un petit joueur dans le grand jeu qui passe de Colombie, de Venezuela à travers la région. Nous avons une étroite collaboration avec la PNH sur la lutte contre le trafic de drogue ici en Haïti. Jusqu'à maintenant, à mon expérience, qui date que depuis 3 mois, notre collaboration a été très bien. Nous partageons des informations, nous poursuivons des criminels internationaux ensemble et le trafic de drogue reste une préoccupation, mais nous n'avons pas d'inquiétude spécifique pour Haïti. Monsieur l'ambassadeur, Radio Télé-Christia vous remercie et nous espérons avoir l'opportunité une autre fois de vous rencontrer pour aborder d'autres points concernant les relations entre Haïti et les États-Unis. Ce serait un grand plaisir pour moi et je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour le nouvel an. À vous aussi, monsieur l'ambassadeur. Merci.